monsieur, bonsoir. Dans quelques heures, le Bénin va commémorer le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. 1er août donc 2021 qui sera marqué par des manifestations sobres en raison de la COVID-19. Et comme il est de tradition, le chef de l'État, en cette veille de la fête, a délivré un message à la nation. Message que vous avez eu l'opportunité de suivre sur nos antennes. Et c'est justement le contenu de son discours qui fait objet de ce plateau spécial. Merci donc d'être avec nous. Et ce plateau va durer 90 minutes pendant lesquelles nous allons décrypter mais aussi répondre à vos préoccupations car vous aurez la possibilité de nous joindre par ici et de poser vos questions. Invité sur ce plateau, je suis avec Julio Tometti, il est juriste habitué déjà de nos plateaux. Bonsoir Julio Tometti. Bonsoir mademoiselle Adéossi, bonsoir aux téléspectateurs de télé. Comment allez-vous? Très bien. Également, en face de vous, Georges Anangono, socio-anthropologue et analyste politique. Bonsoir, Georges Anangono. Bonsoir, mademoiselle Adéossi. Bonsoir, monsieur Tomati. Bonsoir aux auditeurs de télé. Téléspectateurs, merci à vous deux d'avoir répondu présent donc à notre invitation. Alors, vous avez suivi le discours du chef de l'État, chers invités, et peut-être même aussi le décryptage du consultant politique Napoléon Maphoricam. D'abord, un discours à la nation à la veille donc du 1er août doit être un discours d'engagement, on a compris. Est-ce que vous en avez été satisfait, Anangono, monsieur Anangono? Oui, vous savez, le discours à la veille de la fête de l'indépendance, nous en avons entendu d'autres. Nous en avons entendu d'autres et nous en avons toujours apprécié la teneur. Oui. La teneur, vous savez. Et pendant ces occasions, il y a un moment très lointain, c'est des discours fleuves, discours de 2 heures de temps, des trucs comme ça. Et donc, depuis que le président Talon est là, c'est vrai que les discours ont été courts. Encore celui de ce soir a été très court. Oui. Très court. Et vous disiez d'ailleurs que c'est très vite passé. Et donc, non, la difficulté, c'est quoi? Lorsque le discours il est très court comme ça, c'est tellement qu'il contient tout. C'est un condensé. Donc, il faut avoir le temps de décrypter, d'analyser les coins et les recoins pour savoir que tout ce qu'il a dit, ça veut dire beaucoup de choses. Et que ça, peut-être, ça renferme déjà ce que les Béninois, ils attendent. C'est ça notre responsabilité, effectivement, ici ce soir. Et donc, ce ne serait pas facile de pouvoir décrypter ce discours de 6 à 8 minutes pour le chef de l'État. Donc, est-ce que nous avons eu ce que nous voulons? Eh bien, on verra tout à l'heure. Julio Tometti. Oui, il faut dire un discours d'environ 7 minutes. Il y a à observer que d'abord, c'est depuis l'investiture, si l'on peut-être l'on nommait la dernière intervention sur les chaînes internationales. Donc, envers son peuple, c'est la deuxième fois que le chef de l'État s'adresse au peuple béninois après le discours d'investiture. Et il y a ce que les Béninois attendent du chef de l'État, attendent qu'il dise ou attendent qu'il explique. Mais il faut dire que le chef de l'État, à son habitude, il n'est pas souvent très bavard. Il dit les choses souvent en très peu de mots. Oui. Et il reste à savoir si les Béninois pourront véritablement s'approprier pour voir véritablement quel est le message que le chef de l'État a voulu passer. Il y a par exemple que nous avons entendu, les Béninois s'attendent par exemple à ce que, se référant au discours d'investiture, ce que le chef de l'État met par exemple dans ce que, comment dire, ce quinquennat sera hautement social. Et donc, est-ce que aujourd'hui le discours du chef de l'État, est-ce que ça répond à cette préoccupation? Parce que après l'investiture, ce que l'actualité nous a offert a mis les Béninois, quelque peu dubitatifs par rapport à cet engagement fait lors de l'investiture. Mais à voir de fond, est-ce que ce discours explique quelque peu, ou bien quels sont les axes de cette gouvernance ou bien de ce quinquennat hautement social? Nous aurons certainement le temps de l'analyser dans son fond. Absolument, vous allez nous dire tout à l'heure s'il a parlé, il a abordé quand même le hautement social. Néanmoins, on délimite quand même plusieurs axes dans son discours ce soir. D'abord, on note qu'il a parlé essentiellement en première partie de la souveraineté nationale. Il a essentiellement dit que le 1er août, c'est une occasion de célébrer ce que nous sommes, un peuple fier et souverain, une nation qui enfin se réalise et construit pas à pas, mais résolument son développement. Georges Anangono. Oui, moi je me disais que quand je suis sur ce plateau, je parlerai que de ça. La fierté retrouvée.
et la dynamique qui nous a conduit à retrouver cette fierté-là. Et donc, si on dit fierté retrouvée, ça veut dire que quelque part, on l'avait perdu. On l'avait perdu. Et donc, il n'y a rien de plus important que d'être fier de soi-même. De savoir que ce que je suis en train de faire, eh bien, je suis sur la bonne voie et je l'ai fait de la manière dont je dois faire. Et donc, le chef de l'État, d'abord de parler de la fierté retrouvée au niveau des Béninois, c'est que cela veut dire que lui, le numéro 1, il est déjà fier de ce qu'il est en train de faire. C'est ça que nous allons chercher à comprendre. S'il est fier, c'est qu'il nous appelle, nous aussi, à chacun d'entre nous, d'être fiers de ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire depuis qu'il est au pouvoir? J'ai entendu certains dire sur d'autres plateaux pour dire, je prends que cet exemple-là, les élections dernièrement organisées sont des élections qui ont été entièrement financées par nous-mêmes, sur notre budget national. Vous voyez? Ah donc, qu'est-ce qui est plus poli, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie démocratique? C'est d'organiser les élections. Et si ces élections-là, à chaque fois, nous les avons organisées avec l'appui d'autres, est-ce que nous étions fiers de dire, nous voulons choisir nos dirigeants, mais il faudrait que ce soit d'autres qui nous aident? Est-ce que nous étions fiers? Je pense que la fierté n'était pas totale. Et donc, si cette fois-ci, nous avons organisé ces élections sur nos propres moyens, nous pouvons alors en être fiers. C'est un élément de fierté. C'est un élément de fierté. Et vous savez, certains pouvaient dire, il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui. Et parfois, moi, je suis du domaine des TP, d'accord? Pour être cette partie de ce domaine-là, vous savez, il y a ce qu'on appelle le partenariat public-privé, qui fait que l'État prend de gros engagements vis-à-vis des constructeurs de routes, vis-à-vis des entreprises de construction de routes, de prendre de gros arrangements. Et ces engagements-là, l'État doit les tenir. L'État doit les tenir. Et comment faire pour les tenir? Est-ce que nous allons compter sur les autres pour pouvoir les tenir? Non, c'est un régime qui dit que nous devons les tenir en comptant sur nos propres forces. À partir du moment où cette fierté, nous l'avions cherchée à un moment donné. Si on peut, vous savez, il y avait un discours qui disait dans ce pays, comptons d'abord sur nos propres forces. Il y a longtemps, peut-être que vous n'étiez pas encore né, je ne sais pas. Mais le discours a existé, vous l'avez certainement entendu. C'était à la recherche de la fierté nationale en ce moment-là. D'accord? Et si aujourd'hui, on peut effectivement compter sur, quelque part sur nos propres forces, eh bien, la fierté nationale, comme le chef de l'État l'a dit, et elle est retrouvée. Quand est-ce que nous l'avons perdue? Je ne peux pas le dire, je ne veux pas me situer dans l'histoire aujourd'hui, mais elle est retrouvée, et ça, je peux... Vous l'avez retrouvée, Jean-Jean. Ah oui, moi, j'ai retrouvé la fierté d'être... Vous savez, non, d'ailleurs, je vais vous dire, quand j'étais à l'extérieur, quand votre président vient dans un pays, vous devez aller le rencontrer, il va parler et tout. Et donc, parfois, le discours vous met mal à l'aise, en fait. Ça nous est arrivé de voir que le discours nous met mal à l'aise. Mais lorsque vous avez commencé par avoir des chefs d'État qui viennent et qui prennent la parole, qui sont capables de prendre la parole au niveau des tribunes des Nations Unies, par exemple, et qui parlent que les gens peuvent... C'est de la fierté retrouvée que de dire un discours, mais si vous parlez que tout le monde dort, ça n'intéresse pas les gens. Et je pense que depuis un moment, nous avons fini avec ça. Et ça aussi, sur un certain nombre de points, peut-être qu'on va encore aborder, la fierté est en train d'être retrouvée. Le chef de l'État, lui, a franchi le pas tout à l'heure, et ce soir, il a dit que nous avons déjà retrouvé la fierté. Il a abordé plusieurs points donc sur cette souveraineté nationale, sur cette fierté retrouvée. Julio Tometti, fierté retrouvée également. Oui, il faut le noter sur deux plans notamment, parce qu'il a bien su le dire. Il faut observer qu'aujourd'hui, le Bénin se positionne de plus en plus sur la scène internationale, en prenant des positions qui, à la longue, savaient être les positions comment dire, les plus justifiées ou les plus idoines en tenant compte des circonstances. Je prends deux exemples, la gestion de la crise de la Covid, où le Bénin, à un moment donné, est devenu un exemple en termes de gestion. Il y a aussi la question du positionnement par rapport au marché financier, avec le ministre, par exemple, Romy Awadaye, a défendu brillamment et qui aujourd'hui fait école dans la question des remises de dettes ou pas et autres. Ça, c'est sur le plan du positionnement de Bénin sur la scène internationale. Secondo, c'est que il a bien su le dire, nous avons fini quelque peu de compter sur la charité des autres. D'accord? Nous avons fini de compter sur la charité des autres. Et quand un pays
qui a franchi ce pas ne peut être que fier parce que, souvenez-vous, dans un passé récent, vous savez, la plupart de nos projets de développement, quand vous voyez peut-être les routes se font, regardez un peu sur les pancartes qui se font aujourd'hui, vous voyez financement budget national. Ce n'est plus tel royaume de Cire, telle organisation mondiale de TCC, c'est exclusivement le Bénin qui travaille. Et donc, par rapport à ça, nous ne pouvons que, parce que les autres nations ne peuvent vous aider, d'accord, que à la mesure de leur capacité quand ils ont fini de régler leur problème. Et non, nous ne pouvons pas toujours nous positionner en tant que quémandeurs de l'aide, comme nous en avions quelque peu l'habitude. Donc, sur le plan du positionnement du Bénin sur la scène internationale et sur la capacité à nous autodéterminer par rapport à nos besoins, je crois que tout Béninois devait pouvoir être fier, comme l'a bien sûr dit le chef de l'État ce soir. Il est allé loin en mettant l'accent sur certaines choses, puisque avant de le dire, il a parlé de la souveraineté, d'accord, de l'indépendance, mais que l'indépendance ne peut pas être seulement politique. Ne peut pas être seulement politique. L'indépendance, il a mis au cœur, c'est-à-dire, il y a un élément qui doit accompagner cette indépendance politique, c'est le développement. Et les pistes de ce développement, selon tel qu'il le conçoit, en considérant les réalités actuelles du Bénin, il les a énumérées. Il a mis par exemple l'éducation au centre des intérêts. Oui, nous allons revenir donc sur l'éducation tout à l'heure. Vous l'avez dit, justement par rapport à cet aspect donc de politiquement indépendant ou pas, qui n'est pas suffisant. Il a dit une phrase également, c'est qu'il faut travailler encore et encore pour se développer. Et donc, au fait, mon vis-à-vis parlait tout à l'heure du discours du chef de l'État, du discours d'investiture. En réalité, le moment de discours d'investiture est un moment solennel. La veille, le message à la veille de notre fête d'indépendance aussi est un moment solennel. Et donc, les gens se disaient, eh bien, nous allons voir ce qu'il va dire par rapport à ce point de hautement social. Et comme vous savez, la période qu'on traverse est une période difficile. Les gens attendent toujours que le gouvernement annonce des mesures qui socialement doivent venir aider le peuple béninois. Mais le chef de l'État vient et il nous dit travailler, encore travailler. Oui. Et donc, c'est pour dire le socialement, le hautement social ne viendra qu'à la suite des efforts que nous allons fournir, puisque nous avons dit tout à l'heure que nous sommes fiers de retrouver la fierté nationale, étant dit que nous dépendons de nous-mêmes. Et donc, le hautement social qu'on attend, je l'ai déjà dit quelque part pour dire, c'est pas que l'État viendra donner 20 000 à chacun, c'est pas ça qu'on attend le hautement social. Mais le hautement social ici, lorsque nous sommes dans ce contexte précis, c'est qu'il faut que l'État puisse nous amener à travailler de plus, mais donner les conditions qui favorisent le travail et qui favorisent la production de la richesse. Et donc, dans ces conditions-là, il trouve que c'est le travail seul qui pourrait nous permettre d'atteindre ce hautement social. Là, c'est ce que... Et donc, hautement social, il dit que nous devons lutter contre la discrimination des femmes. Ça, c'est l'autre aspect qu'il a abordé également. Oui. Et maintenant, tout aussi, hein, dans cet ordre d'idée, il a aussi précisé que notre destin est entre nos mains après également. Heureusement, il faut savoir prendre son destin en main. Vous savez, ça, on nous le dit tous les jours. Un ami veut te parler, s'il pense que tu es en train d'éclairer les failles, il dit, prends tes destins en main. Et ça, nous devons, en tant que nation, prendre nos destins en main. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui et on pourrait se demander, mais nous étions capables de faire ça avant? Est-ce que le Bénin était capable de faire ça avant? On pourrait se poser la question. Et oui, le Bénin est capable de faire parce que depuis un moment, nous avons commencé par oser. Et il rappelait tout à l'heure les hommes d'euro. Bon, quand on dit, il y a une expression qui dit, on ne prête qu'aux riches. Absolument. Donc, sur le marché financier, on ne donne qu'à ceux dont on est sûr que leur système leur permettra de rembourser demain. Vous voyez? Donc, voilà des aspects que le chef de l'État a avancés. Et donc, même lorsque le hautement social aussi passe par l'éducation, c'est tellement qu'on viendra là-dessus. Et donc, moi, je me suis dit que ce discours du chef de l'État est un discours qui a besoin de l'attention de chaque citoyen pour que nous puissions
aller comprendre le discours et nous engager sur ce chemin-là. Justement. Et comme je l'ai dit, beaucoup diront ce soir, non, parce que moi j'ai entendu des discours dire, c'est ce soir qui va nous dire ce qui signifie le retournement social. Et donc, on peut tourner autour de ça. On peut tourner autour de ça. Moi, j'ai juste compris qu'il nous a dit le retournement social pour pouvoir l'atteindre. Travaillons, travaillons encore, puisque c'est sur nos propres forces que nous devons compter. Alors, Julien Tomenti, on disait donc tout à l'heure qu'il faut s'engager à l'accompagner. Justement, le chef de l'État aussi disait que nous avons un nouvel état d'esprit en réalité, qui est une volonté, cette volonté-là donc de se développer est issue de notre nouvel état d'esprit. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, après 5 années et un autre quinquennat qui démarre donc depuis quelques mois, les téléspectateurs ou bien les populations ont le même état d'esprit là d'accompagner et d'aller au développement? Oui, vous savez, dans une nation, tout le monde ne peut pas accompagner à tout moment. Mais il faut remarquer que de plus en plus, d'accord, les gens sont en train de comprendre le mode de gouvernance qui est imprimé et ont commencé par s'y adapter et ont commencé même par travailler parce qu'on se rend compte que véritablement c'est le meilleur chemin qui pourra nous amener vers la prospérité. C'est-à-dire quoi? Travailler et éviter toute forme de gabegie comme nous avions l'habitude d'observer, lutter contre l'impunité et donc que chacun se rende compte résolument qu'il a à travailler pour cette nation et ne peut jouir que des fruits de son travail. Voilà, donc de plus en plus les Béninois, c'est vrai, nous souffrons, d'accord. Il faut pas, parce que tout changement de cette nature ne manque pas d'avoir des séquelles sur les uns et les autres. Mais il a dit, et c'est dans son discours, on sent que lui-même il le reconnaît, d'accord. Mais c'est comme il dit, les nations qui ont développé, ça a été exactement comme le passage obligé, d'accord. Et donc nous devons d'une certaine manière, comment dire, continuer à travailler pour espérer que ce que nous aurons en termes de résultats sera l'effort combiné de ce que chacun aura fait. Il n'y a pas cette manne-là qui descendra de quelque part pour venir régler comme une bâton magique comme nos difficultés. Alors, en tout cas, il faut aussi retenir pour boucler cette première partie de ce discours que le chemin est encore long et que la preuve de l'indépendance du Bénin vis-à-vis, bon, disons qu'il a donné la preuve par rapport à la COVID-19, on en parlait un peu plus tôt tout à l'heure. La gestion, c'est vrai que le Bénin a été cité parmi les nations donc, qui ont assez bien géré quand même cette situation. Et c'est l'un des aspects sur lesquels le chef de l'État n'est pas particulièrement fier, parce qu'il estime que jusque-là, nous dépendons logistiquement en termes d'action forte contre cette pandémie, de traitement, de vaccins, toute la logistique, nous restons encore dépendants et on sent dans son discours qu'il n'est pas totalement fier. Donc, il doit être dans une posture de réfléchir à avoir des actions proactives lorsque peut-être de ce genre de phénomène surviendrait. Nous parlons à présent de la discrimination. Vous vouliez aborder le sujet tout à l'heure. Le chef de l'État a parlé de l'Institut national de la femme qui a été un peu remodelé. Ces tests qui ont été un peu revus pour remettre en quelque sorte la femme à sa place dans le développement. Oui, vous savez, la lutte contre la discrimination des femmes a souvent été un discours. Et donc, les gens ne passaient pas à l'acte. Retenez que l'Institut des femmes dont il parle, c'est pas maintenant, c'est pas sa création. C'est pas sa création. Ça existait depuis. Mais puisque l'engagement politique n'a pas suivi, l'Institut devenait un machin. Et puis, donc, pour respecter son engagement pendant la campagne électorale et tout, l'Institut a été réhabilité. Ce que nous allons attendre aujourd'hui, ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est comment va se traduire l'engagement politique du chef de l'État en ce qui concerne la discrimination des femmes, la lutte contre la discrimination des femmes, parce que en citant, il a cité ça comme un levier du développement. Donc, si la femme peut être totalement émancipée, la femme totalement libre, et la femme totalement valorisée, c'est celle qui participe au développement. Et nous le savons, quand vous passez dans nos marchés, vous voyez cette bravoure de ces femmes-là, qui déjà à 5 heures du matin, s'est déjà levée, elle doit s'occuper de ses enfants avant d'aller au marché, chercher. Elle fait de ce dont les enfants vont survivre là. Elle fait de ça un devoir primordial.
D'accord? Donc cette femme, si nous pouvons lutter contre la discrimination, si nous pouvons lui permettre d'être éduquée, si nous pouvons lui permettre de pouvoir hausser la tête dans son foyer et de parler, le chef de l'État pense qu'elle pourra pleinement participer au développement de notre pays. D'ailleurs, il a dit que l'effort ne serait pas l'effort de quelqu'un seul. L'effort ne serait pas l'effort du chef de l'État seul. Non. Si c'est l'effort de nous tous, alors c'est encore l'effort des femmes. Et donc, pour faire ça, il faudrait que l'Institut devienne une réalité demain. Je disais quelque part, on a dit, c'est comme si c'est une coïncidence où il y avait eu une histoire de femme battue et qui a été rejugée au tribunal. Et dans la période, le Conseil des ministres a sorti la décision de l'Institut des femmes. On a dit, bon, mais voilà, il y a un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler, mais pour que ce vent souffle, il y a des femmes. Nous avons perdu une dans la semaine, mais il y a encore des femmes qui sont là, qui doivent se lever et se saisir de cette occasion que le chef de l'État a donnée pour pouvoir s'émanciper. Ce n'est pas forcément porter le même pantalon que l'homme dans le foyer, mais c'est être en mesure de dire j'existe, j'ai aussi des droits et qu'il faudrait que ces droits soient respectés. Alors, en tout cas, le chef de l'État a parlé de conditions équilibrées de développement et que cet institut va pouvoir apporter donc les conditions équilibrées de développement et réhabiliter la femme en tant que composante à part entière de notre collectivité. Julien Tomati. Oui, vous savez, la question de l'équilibre, Jean, pour moi, ça a tellement de ramifications, ça a tellement de labyrinthes et où je me demande, est-ce que le chef de l'État, par un seul discours ou bien par la réforme de l'Institut national de la femme il peut y arriver à bout. Vous savez, le monde aspire aujourd'hui à un peu plus d'équilibre dans tous les domaines, vous savez, il a dit politiquement que peut-être toujours est que c'est dans les assemblées, c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Mais dans l'évolution, nous avons pu nous rendre compte, quand nous prenons par exemple le Parlement, il y a la question de majorité, de minorité. Et donc, même quand vous êtes minoritaire, vous devez avoir voix au chapitre. Et je m'en veux, je prends juste cet exemple-là, par rapport au Parlement et par rapport au Conseil qui a désigné, au Conseil national, au Conseil électoral. Les deux minorités et majorités ont fait la désignation de leurs membres. Et le chef de l'État, déjà, après que l'un ait démissionné, puisque nous avons tous remarqué que dans les membres désignés, il n'y avait aucune femme. Et lors d'un récent en passage, le chef de l'État, dans le processus de remplacement de celui-là qui a démissionné, a souhaité que cela soit une femme, a recommandé, d'accord, que les partis politiques, notamment le parti minoritaire qui devait pouvoir au remplacement, que ça soit une femme. Mais malheureusement, nous avons constaté que la voix du chef de l'État n'a pas toujours été entendue. Ça veut dire que fondamentalement, ce travail-là ne revient pas seulement au chef de l'État. C'est une philosophie que nous devons tous intégrer, d'accord, pour que ensemble nous puissions travailler dans tous les compartiments, dans toutes les administrations, dans toutes les assemblées, pour ne serait-ce que faire en sorte que, même si ça ne s'équilibre pas, que les femmes soient davantage représentatives. Parce que vous l'avez dit, la force économique de la femme, la force de la femme dans le produit intérieur béninois, on ne peut pas dire qu'elle est moindre que celui des hommes. Donc, il faut fondamentalement que la femme y soit. Mais quand j'ai fini de dire ça, il faut dire qu'il y a un certain nombre de préalables qui prédisposent et que normalement ça doit venir naturellement si nous sommes véritablement prêts. Et ça a commencé déjà avec les questions de plus d'éducation aux filles, parce que ça commence dès la base. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que le gouvernant, mais c'est depuis la maison où il faut apprendre à la femme pour lui dire non, tu n'es pas un être inférieur, tu as les mêmes potentialités qu'aux garçons. Et aux garçons, il faut commencer par le dire aux filles. Même aux garçons, de commencer par lui faire comprendre que non, la femme qui est à côté de toi, tu as beaucoup plus de force que lui, ce n'est pas pour la brimer, mais c'est pour la protéger, c'est pour l'aider à se relever si tant est qu'elle développe des faiblesses. Donc c'est une question d'éducation, une question de politique de gouvernance qui nous permettra, et une question de volonté générale qui nous permettra d'aboutir à cela. Je ne pense pas trop que l'Institut national de la femme puisse faire des miracles. Nous attendons de voir
quels sont ces instruments, quel est le mécanisme d'action qu'il aura désormais pour véritablement impacter. Peut-être ça aura un impact, mais il faut que tout le monde accompagne véritablement pour que la question de l'équilibre genre soit, devienne une préoccupation résolue, même si ce n'est pas complètement résolu, que la femme soit beaucoup plus représentative dans nos instances. C'est-à-dire il faut accompagner donc cette décision. Et quelle est donc la part de ces femmes-là pour lesquelles on parle ce soir? Non, il y en a qui ont souvent montré le chemin. Il y a eu des femmes, c'est vrai qu'elles sont rares peut-être, mais qui ont montré le chemin. Oui. Vous ne direz pas qu'on a massé sur les pieds de Madame Rosine Soglo jusqu'à sa mort. Personne ne pouvait. Et donc, il y a la possibilité que la femme elle-même puisse participer. Mais mon vis-à-vis parlait tout à l'heure de l'Institut. Vous savez, l'Institut, c'est des organismes qui puissent donner l'orientation, de l'accompagnement qu'on puisse donner à la femme pour retrouver ses droits. Parce que la lutte, elle est permanente et elle n'est terminée nulle part. Je ne sais pas si dans notre constitution, dans nos pratiques, un homme a compétence égale, gagne plus qu'une femme. Je ne sais pas. Mais dans d'autres pays, ça existe. Et même les pays développés, ça existe. Et les femmes luttent toujours pour ça. Donc, en réalité, même sur le plan politique, c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure du conseil électoral, quand vous allez dans certains partis politiques, en tout cas, les gens ont dit que Dame Rosine Soglo, bon, on parle parce que elle dirigeait le parti avec paternalisme, avec une certaine chose là, maternelle, mais en réalité, elle se faisait pas marcher là-dessus. Elle s'imposait, voyez-vous, même au Parlement, elle s'imposait, elle prenait la parole. Et donc, des femmes comme ça, c'est une manière de contribuer à l'émancipation de la femme. Vous voyez ce que je lui dis? Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la lutte doit être permanente. Même les endroits où on mettait dans la Constitution que les partis politiques doivent présenter un certain pourcentage en ce qui concerne les femmes pour les candidatures. Vous savez ce qui se passe dans ces pays-là? C'est qu'il y a de pénalités à payer si vous ne présentez pas le nombre de femmes qu'il faut. Mais les gens préfèrent payer la pénalité et présenter moins de femmes. Qu'est-ce que je voudrais dire? La lutte pour l'émancipation doit être une lutte permanente. Et c'est là où intervient l'Institut pour donner les moyens à la femme de pouvoir faire cette lutte-là. C'est pas que l'Institut va prendre la place de la femme à sa place, mais l'Institut va donner les moyens, donner l'éducation, donner la sensibilisation qu'il faut à la femme pour pouvoir arracher cette indépendance-là et pour pouvoir s'impliquer complètement dans le tissu de développement de notre pays. Parce que même au village, ce que je savais, c'est que moi, je suis d'un village où les gens sont pêcheurs. Quand mon papa, il revient de la pêche, il fait la nuit, il revient, tout le poisson qu'il a amené, c'est ma maman qui ramasse. Et c'est elle qui va vendre ça, c'est elle qui va transformer ça, c'est elle qui fait le reste du boulot pour ramener l'argent à la maison, donner ce qu'elle doit donner à mon papa et garder le reste. Cela veut dire qu'elle avait un rôle capital, essentiel, seulement qui a souvent été minimisé. Alors, aujourd'hui, avec l'Institut de la femme, et vous savez, il y a plusieurs organismes qui existent et qui ont pour ambition de pouvoir aider la femme. Prenez Dame Élise Bédot, elle en a fait un credo, elle en a fait, et je ne sais pas si elle est fatiguée, mais je pense qu'elle ne sera pas fatiguée tant que la lutte existe, tant que la cause est là, elle ne sera jamais fatiguée. Elle continue d'ailleurs la femme dans sa elle-même, oui. et ça aussi c'est partout, quelqu'un me disait pour dire, mais attendez, vous demandez à la femme de dénoncer son mari qui la tabasse, mais après elle va épouser qui? C'est une réalité, c'est une question. Et les femmes aussi doivent se poser ça et chercher à changer de paradigme. On passe à présent au volet éducation. Vous l'aviez abordé très rapidement, donc un peu plus tôt, l'éducation et la formation. Le chef de l'État en a parlé, Julio Tomanti. Il a dit que des réformes sont déjà prises, sont déjà mises en œuvre pour garantir une formation adaptée, surtout à nos besoins et donc à la jeune génération et pour leur permettre de s'occuper des défis de notre époque. Oui, nous avons déjà même avant ce discours noté la volonté ferme du chef de l'État
de faire quelque chose, de transformer notre système éducatif, de faire en sorte que la formation et l'éducation soient véritablement au service des besoins existants. Et nous avons pu le noter, le premier gouvernement de ce deuxième quinquennat, il y a un seul ministre, il faut le dire, pour ne pas jeter l'opprobre sur quelqu'un qui, on dirait, n'a pas su fondamentalement assumer son rôle. Le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Mais c'est pour dire. Pourtant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Non, parce que vous savez, moi je suis un peu dans l'enseignement et c'est le seul secteur qui depuis 5 ans n'a pas encore pu trouver ses repères. Il faut le dire clairement. Avec tout ce que nous avons, notamment au niveau du secondaire, le système d'aspiranat, d'évaluation, on ne sait véritablement pas où mettre la tête. Et il y a des lycées qui sont en train voilà, de mettre en place ce sont donc les dernières, les dernières actions, d'accord, qui sont en train d'être mises en œuvre pour transformer quelque peu ce que nous avons actuellement, c'est-à-dire l'implantation des lycées techniques, agricoles et autres. C'est pourquoi je disais que d'une formation qui répond fondamentalement aux besoins existants pour désengorger un peu ce que nous pouvons appeler l'enseignement général quelque peu dont le grand nombre, du moins prend le grand nombre et qui fondamentalement ne prédispose à aucune carrière ou bien à aucune spécialité, et les gens ne peuvent, vous sortez avec un baccalauréat, vous ne pouvez fondamentalement rien faire. Donc c'est une forme de dynamisme en fait de système éducatif, puisque le diagnostic a fondamentalement montré que si nous continuons avec ça, nous n'allons pouvoir pas atteindre les objectifs de développement. Et donc il faut commencer les questions de développement. Si nous le prenons par l'euro, on échoue la plupart du temps. Donc, il faut commencer par la base. Et fondamentalement, il faut s'attaquer à l'éducation et à la formation. Et les pistes, d'accord, de réforme sont en train d'être déjà mises en œuvre. Et nous espérons qu'à la rentrée prochaine, nous allons pouvoir constater, d'accord, l'implémentation ou bien l'expérimentation de cette nouvelle forme pour quelque peu, donner plus de chance à nos jeunes enfants ou à nos jeunes, à nos jeunes élèves. Oui, je ferai aux élèves. Alors, vous qui êtes socio-anthropologue, Georges Anangonou, est-ce que, quand vous voyez un peu les réformes qui sont entreprises dans le domaine donc, de la formation, de l'éducation et autres, est-ce qu'on a pris en compte tout ce qu'il faut? C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont finalement concernés. Tous les secteurs sont finalement concernés parce que la nouvelle réforme au niveau de l'université est sortie. Et donc, chacun l'apprécie à sa manière. J'ai déjà dit quelque part, si moi je dois apprécier, je vais peut-être pas plaire aux gens. Pourquoi? Parce que venir à l'élection des recteurs à l'université, ce fut une revendication que nous avons portée en notre temps. C'est une revendication que nous avons portée parce que nous avions pensé en ce moment-là que pour qu'il y ait une gestion saine et pour qu'il y ait des projets bien déterminés, pour que ceux qui méritent puissent être à des postes de responsabilité à l'université, qu'il fallait passer à l'élection. D'accord? On a fait certainement, le gouvernement a fait le bilan de cette élection-là, a pensé que désormais, il faut nommer les gens par appel à candidature. Seulement, à chaque fois qu'on parle de nomination, on se dit que l'équité n'y sera pas, et c'est pour ça que moi, j'ai un peu de... Mais les jeux de couloir. En tout cas, c'est pour ça que moi, je voudrais attendre pour voir ce que ça va donner. Parce que j'ai dit, souvent, il faut éviter de mêler la politique à la science. Oui. À la science. C'est le haut-lieu de l'enseignement de la science si on ne fait... Mais connaissant celui qui au manivelle, c'est le chef de l'État, c'est le président Talon. Donc, on peut toujours espérer que c'est la bonne voie qui est en train d'être et trouver ce qui est sûr en matière de sciences humaines, en matière de gestion humaine. On peut essayer de faire des trucs et on s'arrête à un moment donné pour faire le bilan, pour voir si ça... Maintenant, pour ce qui concerne tout le secteur de l'enseignement, je pense que des réformes ont eu lieu depuis 5 ans. Des réformes ont eu lieu depuis 5 ans. C'est pour ça que je comprends la position de M. Tomti. Je ne sais pas s'il est un aspirant ou pas, mais d'accord. Mais je pense que le chef de l'État avait envie, moi j'ai dit ça, le chef de l'État avait envie de donner un nouveau souffle à ce secteur, qui est un grand porteur, l'enseignement secondaire, vous voyez ce que je veux dire, qui est le secteur le plus d'ailleurs difficile à gérer, parce que, et donc par rapport à ça, il y a eu quand même des changements qui ont eu lieu. Certains lycées, même on était en train d'initier depuis des années, ont pu démarrer
durant le quinquennat passé. Et la projection de construire un certain nombre de lycées sont des idées que le chef de l'État certainement a donné, les orientations que le chef de l'État a données à ce secteur-là, et que les gens ont quand même porté à son coup. Donc, ce serait vu avoir une courte vue de dire, bon, c'est peut-être que le ministre n'a pas fait son travail. Non, moi, j'ai juste dit que c'est vrai, peut-être qu'il est chez moi. Donc, à partir de ce moment-là, je sais de quoi je parle. Et j'ai compris qu'un chef, il y a parfois qu'il y a des leviers sur lesquels il a envie d'appuyer pour faire avancer, et que lui seul sait aujourd'hui pour quelle orientation, quelle nouvelle orientation, quel nouveau dynamisme il veut impulser à ce secteur-là qui l'a amené à changer de responsable à la tête de ce ministère-là. Mais la réforme, vous savez, en ce qui concerne les lycées professionnels et tout, vous savez, moi, j'ai connu le Ghana, j'ai fait le Ghana les années 89-90, et comme je l'ai dit, on ne va pas à l'école pour revenir les mains vides, surtout dans les lycées. Vous allez voir, c'est des élèves qui fabriquent, c'est palpable, qui fabriquent les meubles, qui fabriquent des pièces de rechange, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, celui-là, quand il sort, il ne chôme pas. Il ne chôme pas. Directement professionnel. Peut-être qu'on viendra là-dessus. Il a appelé à quelque chose tout à l'heure. Il a appelé à la discipline. Vous savez, lorsque on est quelqu'un qui a tout le temps fait le combat pour la liberté, lorsque on parle de la discipline, j'ai peur. Mais pourtant, la discipline, elle est nécessaire. Parce que le Ghana, effectivement, parce que je parlais du Ghana, j'ai dit ça, la discipline que Rawlings avait imposée aux Ghanéens, certains ont fui le pays, mais ceux qui sont restés et qui ont pris le pli, ils bénéficient de ça aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons faire de grandes choses que dans la discipline. Et donc, la discipline aussi, dans l'enseignement secondaire, est nécessaire. Et c'est ce que ce gouvernement, le chef de l'État, le régime président Talon, est en train d'impulser. Et moi, je dis souvent que ces gens de réforme, on voit les fruits après. On ne voit pas les retombées tout de suite. On voit pas parce que nous sommes dans l'enseignement, nous sommes de l'éducation de l'homme, nous sommes dans la formation de l'homme. Et donc, c'est quelques temps après qu'on peut voir les conséquences. Si on peut construire autant de lycées, donc c'est former plus d'élèves à la formation pratique et à l'exercice pratique, je pense que ça devait être prometteur, mais dans quelques années, nous allons voir le fruit et là, le président Talon a la chance d'avoir son second mandat. Donc les fruits viendront pendant qu'il est là et on va apprécier ensemble. Absolument, peut-être bien. Alors justement, par rapport toujours à l'éducation, c'est vrai, même s'il y a plusieurs lycées techniques qui seront mis en place en dehors de ceux qui sont déjà disponibles sur le terrain, et encore faudrait-il que les nouveaux bacheliers ou encore ceux qui sont au secondaire sachent où aller pour qu'il y ait une orientation, disons, fiable, une bonne orientation qui soit faite pour ces enfants-là. Je vais te mettre. Oui, bien sûr. Nos enfants qui, cette année, ont eu le BPC, le bac, ce problème d'orientation s'est toujours posé. Mais en vérité, aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que ce n'est plus fondamentalement un problème d'orientation. C'est beaucoup plus un problème d'indisponibilité, de formation, d'accord, qui répondent fondamentalement aux besoins. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui ont le bac, qui ont envie de faire telle formation, mais qui n'existe pas dans notre environnement. Il faut aller le faire sur tas, il faut aller le faire peut-être en ligne, et ainsi de suite. Et donc, ce problème se pose fondamentalement. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que la réforme au niveau du secondaire va permettre un tant soit peu de désengorger l'université pour que des pôles de compétences soient peut-être mis en œuvre comme nous l'aurions expérimenté au niveau du secondaire. Si à l'université, on peut avoir peut-être des laboratoires de montage de téléphones portables, ce sera heureux. Donc, diversifier en fait les pôles de compétences pour que les gens aient toutes les possibilités qui s'offrent, d'accord, à leur homologue de toutes les autres nations pour faire ce qu'ils veulent sans pour autant besoin de se déplacer de chez eux, parce que se déplacer coûte excessivement cher et n'est possible qu'à une certaine catégorie de personnes. Et donc, l'un mis dans l'autre, nous parviendrons certainement au même résultat. Je voudrais revenir rapidement sur la question de nomination, quelque peu au niveau de la gouvernance des universités. Vous savez, les diagnostics récents que le chef de l'État a fait a, généré un certain nombre de polémiques. Parce que, en voulant creuser l'abcès, le chef de l'État a mis les doigts sur un certain nombre de choses qui sont quelque peu vraies,
qui sont vraies, même quand c'est vrai, ça fâche. Vous savez, la vérité a toujours fâché. Et donc, le chef de l'État, je pense, dans cette nouvelle posture, a voulu être fondamentalement responsable de l'enseignement supérieur. Être responsable de l'enseignement supérieur, c'est quoi? C'est-à-dire, au bout de 5 ans, on pourra dire, c'est-à-dire sans aucun doute que si l'enseignement supérieur ne réussit pas, c'est de la responsabilité du chef de l'État. Parce que le problème qui se pose généralement, il y a un problème de coordination, et ou bien même quelque peu des fois, d'accord, excusez-moi, vous savez, parce que la liberté que l'on offre de voter pour tel ou tel, ça donne en même temps des occasions de chantage, excusez-moi de le dire comme ça, d'accord, entre les équipes rectorales et les enseignants. Parce que vous savez, le monde enseignant du supérieur, c'est des groupes, d'accord, je peux dire, mais oui, des groupes d'action assez puissants, il faut le dire comme ça, ce n'est pas qu'au secondaire, c'est des rangs c'est des personnes d'un certain nombre d'acabis qui ne sont pas qu'au plan national, qui ont des relents au niveau du plan international. Donc, ils ont une forte influence sur le truc là. Or, lorsque il n'y a pas une adéquation entre la politique gouvernementale et l'accompagnement que la gouvernance au niveau des universités doit avoir pour une synergie d'action, il serait difficile de trouver les meilleures solutions pour régler les problèmes. D'abord, il serait même difficile de faire un diagnostic. Parce que le diagnostic, chaque camp commencera par s'accuser. Aujourd'hui, il n'y a plus de camp, il n'y a que la gouvernance publique, il n'y a que le gouvernement qui a tout le monopole pour gouverner comme les Béninois l'ont voulu au thème des dernières élections. Il n'y a que le gouvernement du Bénin, représenté aujourd'hui par M. Patrice Talon, pour impulser, d'accord, cette nouvelle dynamique. Donc, si ça réussit, c'est son avantage. Si ça ne réussit pas, nous allons tirer les conséquences ensemble. Que vous appréciez. Nous allons à présent aborder le niveau de la décentralisation. Le chef de l'État a parlé de réforme au niveau de la gouvernance locale. Les tests qui régissent donc nos communes aujourd'hui seront revus avec l'accompagnement de l'Association nationale des communes du Bénin. Vous savez, la décentralisation, c'est une lourde responsabilité. Et c'est un levier très important en ce qui concerne le développement d'un pays, la décentralisation. Mais ce que nous avons remarqué, nous remarquons chez nous, c'est que, excepté quelques villes qui ont peut-être de potentialité, les autres endroits, la décentralisation se limite seulement à l'élection du maire et des élus locaux. Ça s'arrête là. Après, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'ils n'ont pas de moyens de leurs actions. Et donc, du coup, bon, voilà. Et ça ne change pas grand-chose. Maintenant, si le chef d'État pense que les réformes doivent aller là, il est alors temps que ces réformes aussi aillent dans ce niveau-là, pour qu'on puisse voir par rapport à d'autres réformes qui l'a encouragé et qui l'accompagne, qu'on puisse aussi voir que la réforme dans ce domaine-là apporte effectivement de responsabilité aux maires. Parce que, vous savez, la vie sociale, locale, dans d'autres pays est essentiellement gérée par la mairie. Les écoles, les cantines, les transports, tout ça doit être géré par les élus locaux. Mais ce que nous n'arrivons pas encore à faire, moi je suis de la sécurité routière et je sais quelles difficultés nous avons à expliquer aux maires et aux élus locaux que la sécurité de leurs citoyens dépend d'eux et qu'ils doivent nécessairement fournir un effort. C'est comme ça dans plusieurs domaines. Mais si le chef de l'État pense aujourd'hui qu'il faut impulser une réforme réelle à la décentralisation pour qu'on cesse de chanter simplement la décentralisation sans aller au concret, moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprécier. Et donc, heureusement qu'il parle dans la première année de son second quinquennat. Donc, si on y va vite, les réformes prendront corps avant que son quinquennat n'arrive à la fin. Ce domaine-là, ce milieu, dans la décentralisation, on a besoin de vraies réformes, et cet engagement pris par le chef de l'État ce soir, ou bien cette impulsion, vous savez, le chef, c'est celui qui donne le tempo. C'est celui qui donne le tempo. Et donc, les autres vont suivre. Je pense quand il a parlé ce soir, et comme il est un président qui ne parle jamais en l'air, moi je le suis. Quand il dit, c'est pourquoi j'aime suivre ses discours dans les moindres détails, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a, peut-être, il a déjà commencé par faire, ou bien ça doit venir, ça, il doit le faire. Et donc, pour la réforme au niveau de la décentralisation, moi je pense que c'est une très bonne initiative et que ça devrait permettre aux villes, à nos communes, de prendre réellement de responsabilité, de savoir et leur montrer aussi les ressources
que doivent développer elles-mêmes et quelles sont les ressources que l'État doit leur affecter pour qu'ils puissent tenir et s'occuper des populations à ce niveau-là. Ce serait quoi? Ce serait une bonne réforme si on impulsait, on redynamisait ce domaine-là. Ça, c'est aussi un levier du développement parce que le développement local est très important pour le développement général. Juliette Amenti, arrêtez donc de chanter la décentralisation et d'arriver au concret. Qu'est-ce que vous attendez du concret? Bon, d'abord, avant d'aller à ce qu'on peut attendre, il faut dire la décentralisation. Ce que nous attendions de la décentralisation, c'était deux choses, la démocratie à la base et le développement à la base. Nous avons réussi à peine, d'accord, la démocratie à la base, mais il faut dire que le développement à la base, non. Ce n'est pas encore ça. Et ça, je me dis, le chef de l'État, avant de faire cette annonce ce soir, a certainement fait ce diagnostic. Mais je m'inquiète. Je m'inquiète en me demandant, est-ce que ce diagnostic-là, est-ce que ça a pris en compte, d'accord, les acteurs qu'il faut, d'accord? Est-ce que ça a pris en compte les acteurs qu'il faut pour véritablement se rendre compte de ce qu'il y a en matière de difficultés et qui ne permettent pas fondamentalement à nos municipalités de prendre l'essor qu'ils devaient prendre. Vous avez l'impression qu'il manque des acteurs? Non, je n'ai pas dit ça. Parce que vous savez, avec l'annonce que nous avons eue ce soir, il n'y a pas eu de précédent. Des fois, avant ces annonces-là, on a un certain nombre de pistes qui prédisposent que quelque chose est en train d'être fait ou en train d'être pensé dans tel domaine. Mais il faut dire aujourd'hui, avec l'annonce du chef de l'État, ça a été presque comme une surprise, d'accord, pour nous. Nous savons pas si dans le couloir, beaucoup de choses se faisaient. Parce que je crois, je me dis, le chef de l'État, certainement, comme monsieur Alagono l'a dit, le chef de l'État ne dit presque jamais rien pour rien. Donc, il a certainement fait son diagnostic. Et c'est pourquoi je me demande, est-ce que son diagnostic-là, est-ce qu'il a été le fait dans le couloir de la présidence ou son diagnostic est descendu, d'accord, dans les 77 municipalités pour véritablement appréhender quelles sont... Il était quand même... Quelles sont... il a des rapports. Parce que vous savez, le problème... C'est vrai que la tournée, c'est dans une salle, le discours se fait après. Le problème qui se pose, c'est que les difficultés des municipalités d'une commune à une autre ne sont forcément pas les mêmes. Et donc, d'après je dis, on ne peut même pas prendre des échantillons. Il faut voir au fond quels sont véritablement ce qu'il y a comme goulot d'étranglement et qui ne permettent pas, d'accord, aux municipalités de prendre véritablement leur essor. Quand il finit de parler du diagnostic, des solutions. Quelles sont les solutions que recommande le chef de l'État? J'espère que dans ces solutions-là, les acteurs, encore une fois, notamment au niveau des municipalités, des différentes institutions passant par le Parlement, j'espère que tous les acteurs et même les citoyens seront mis à contribution pour penser les meilleures solutions au regard du diagnostic, de ce que le diagnostic aura révélé. Je parle simplement d'une question de méthode et d'une gestion quelque peu collaborative pour permettre que, quelles que soient les solutions qui seront issues de ces différentes actions, que ce soit des solutions autour desquelles tout le monde s'accorde immédiatement pour que la mise en œuvre ne souffre d'aucune insuffisance ou bien pour que la mise en œuvre ne soit pas remise en cause peut-être bien plus tard. Très bien. Alors, oui, vous vouliez ajouter quelque chose rapidement avant qu'on ne continue? Non, comme je l'ai dit, nous sommes, au fait, encore voilà, le chef de l'État vient de prendre un nouveau chantier et on doit l'attendre sur ce chantier-là. Et vous voyez déjà, mon vis-à-vis disait, on ne sait pas s'il allait dans les 67 fois de diagnostic. Mais c'est sûr qu'il a des rapports. Il y a à faire. Oui, c'est sûr qu'il a des rapports de ces 77 communes-là, j'en suis persuadée. Le chef de l'État a abordé également vers la fin de son intervention, j'allais dire, la lutte contre le terrorisme. Il faut dire que dans les pays de la sous-région, beaucoup sont confrontés donc à cette situation. Et il a notifié que les mesures qui ont été prises seront maintenues donc pour assurer la sécurité des populations du Bénin. Oui, c'est très important aujourd'hui, quand dans un discours pareil, d'évoquer ce sujet-là, parce que nous avons une situation stable, mais pas tenable dans le long terme. Et comment est-ce que nous allons faire pour tenir dans le long terme? Même s'il y a eu parfois quelques incursions sur notre territoire, nous nous sommes ressaisis à un moment donné pour dire qu'il faut le faire. Donc, c'est très difficile
de maintenir cette position que nous avons, à voir ce qui nous entoure, à voir qu'est-ce que le terrorisme fait dans les pays qui nous entourent, et d'être là comme un îlot de paix, et que ça n'arrive pas, c'est tellement difficile à tenir et pendant longtemps cette position-là. Et c'est pourquoi ça a besoin de l'engagement du chef de l'État pour dire ce que nous sommes en train de faire, nous allons continuer de le faire parce que les populations doivent vivre dans la paix. Ils doivent vivre dans la paix pour assurer le développement. Comme le disait quelqu'un, il n'y a pas de développement sans la paix. Et donc, lorsque notre territoire demeure calme, lorsque nous arrivons à contrôler nos frontières, à savoir qui entre et qui sort, c'est vrai que ce n'est pas évident dans la situation où nous sommes, où vous pouvez avoir 700 km de frontières avec un seul pays, c'est pas facile, mais si des dispositions sont prises et qui nous ont permis d'en arriver, d'être là jusqu'aujourd'hui, il faut en prendre davantage parce que tenir va être de plus en plus difficile. Difficile. Julien Tometti, rapidement sur ce sujet. Oui, vous savez, tout ce que nous avons dit précédemment sur la question de la femme, sur la question de l'éducation, de la décentralisation, tout cela ne peut être possible si nous ne sommes pas en sécurité. Donc la sécurité, surtout transnationale, est d'une importance capitale. Et donc le premier élément à recommander d'abord, c'est la collaboration transfrontalière. C'est indispensable dans la lutte contre le terrorisme. Mais la sécurité de manière générale, même déjà à l'interne, depuis 5 ans, il y a quelque chose de merveilleux qui se fait. Moi, je suis dans l'appareil judiciaire et je ne manque pas souvent les audiences en correctionnel, surtout au niveau de la criette, où vous voyez quotidiennement, d'accord, des jeunes ou bien des gens qui s'adonnent au trafic de drogue, de stupéfiants et ainsi de suite, sont condamnés à des lourdes peines. On se demande pourquoi. C'est une politique répressive. Parce que la criminalité a d'abord sa source, d'accord, sa première cause dans les trafics de stupéfiants. L'individu étant sous le coup d'une certaine drogue n'a pas tous ses sens et nous voyons un peu ce que nous observons, nous avons observé par le passé en termes de canage lorsque il y a braquage, lorsqu'il y a ça. Donc, le financement du terrorisme aussi il y a fondamentalement cela. Il y a l'autre aspect de la chose que nous essayons toujours de taire et qui est combattu depuis 5 ans aussi, c'est la cybercriminalité qui le Bénin s'acharne depuis 5 ans ou 6 ans à lutter fondamentalement contre et appliquer les plus lourdes peines lorsque des individus se trouvent être pris dans ce truc-là. Donc c'est déjà les éléments qui fait aujourd'hui que nous avons un peu de tranquillité. Et comme je t'ai dit, on n'est jamais assez tranquille lorsqu'on ne prévoit pas. Et donc, il faut, ce que le chef de l'État demande, il faut que les citoyens, d'accord, coopèrent, d'accord, avec les forces de sécurité, ou bien comprennent quelquefois, d'accord, les mesures que prennent les forces de sécurité pour nous-mêmes, notre sécurité. Parce que le plus difficile que nous observons souvent, c'est que, vous savez, nous avons cette manière de nous protéger individuellement, collectivement. Nous avons eu l'exemple la dernière fois, je ne vais pas citer de nom, un ressortissant nigérien qui a été attrapé ici. Ça fait 1 mois, mais c'est des Béninois qui, tout ce temps, l'ont protégé. Un individu qui représentait déjà une menace, d'accord, au Nigeria, qu'on a amené ici. Et ici, c'est vrai qu'il a déjà même commis des infractions. Donc aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il faut l'extrader, ou bien est-ce qu'il faut le juger ici, ou bien s'il faut le juger ici et attendre que le Nigeria, le gouvernement nigérien le juge. Donc c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la collaboration transfrontalière qui va être un élément fondamental pour lutter contre tout ça. Nous ne le souhaitons pas. Nous avons vu, il y a quelques mois, à côté ici, des individus rentrés dans une école, prennent des centaines de trucs là. Jusque-là, ce n'est pas dénoué. Donc, quand nous sommes dans un environnement comme ça, quand nous avons de ces relais-là, on ne peut, lorsqu'on veut un gouvernant avec une vision prospective, on ne peut pas ne pas s'inquiéter, on ne peut pas ne pas réfléchir, on ne peut pas ne pas prendre des dispositions pour que ces faits ne surviennent pas sur son territoire. Absolument. Et donc, un dernier point donc, que le chef de l'État a abordé, ce sont les personnes à gracier. Avant de vous laisser la parole sur ce sujet, parce que de toute façon, le sujet revient chaque année. Il y a une équipe de la rédaction qui a pris les avis déjà de quelques citoyens sur la décision du chef de l'État. Ensuite. La grâce
présidentielle qu'il a promis. Ce geste que le président de la République a fait est un geste très fort et qui, avec le temps, va apaiser toute la nation et va amener la paix dans le pays. Je pense qu'il écoute très bien la population. Oui, sur ce point, moi je suis entièrement d'accord avec le chef de l'État. Parce que moi qui suis ici, peut-être je peux avoir un parent dedans. Tous les Béninois peuvent avoir un parent dedans. Donc c'est un mot fort. Sur ce point, moi j'encourage le chef de l'État de prendre un acte officiel que ne soit pas dans la bouche seulement et puis que ça soit une réalité. Je pense que tous les Béninois seront très fiers de lui. Le chef de l'État a bien pensé parce que la femme, on peut dire le socle du développement parce que en toute chose, la femme est élevée au progrès, on ne peut pas la négliger. Peut-être la raison pour laquelle le chef de l'État a pensé à nos femmes. On peut dire qu'il est à l'écoute de sa population. Il est à l'écoute de sa population. Voilà, donc ce sont les avis de quelques citoyens sur la grâce présidentielle. Alors, je vais demander donc au juriste Julio Tometti, en réalité, c'est quoi déjà une grâce présidentielle? La grâce présidentielle, bon, la grâce, du manière générale, Oui. c'est une mesure de remise de peine. Une mesure de remise de peine que le chef de l'État concède fondamentalement à ceux qui sont déjà, d'accord, dans les de la détention et qui sont déjà sous le coup d'une condamnation. Ceux qui sont en instant de jugement ne sont pas concernés par les mesures de grâce. C'est ceux qui ont déjà été formellement condamnés à une peine suivant une infraction qui a été commise. Et donc, c'est de nature chez nous que, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le chef de l'État accorde la grâce à ceux qui le méritent. Il y a d'autres conditions de fond. C'est ce que j'allais Il dire. y a des d'autres conditions à remplir. il y a d'autres conditions de fond. Par exemple, ceux qui, il faut avoir épuisé un certain nombre de temps, d'accord, dans la condamnation à la peine à laquelle vous avez été, à laquelle vous avez écopé. Donc, il y a toutes ces mesures-là. Mais il y a aussi une appréciation discrétionnaire, d'accord, du président de la République qui peut accorder la grâce à qui il veut, suivant les circonstances, puisque en définitive, l'action publique est menée, d'accord, l'action publique est menée dans l'intérêt de la population, d'accord, dans l'intérêt du peuple. Les individus qui sont tombés sur le coup d'une infraction sont jugés, d'accord, pour que nous, citoyens, nous soyons en quiétude, quelque peu pour nous protéger. Et donc, si il y a donc des mesures qui peuvent nous permettre, d'accord, de quelque peu nous stabiliser encore un peu plus, ça ne serait que, d'accord, la bienvenue. Et donc, quand je dis ça, c'est que je suis en train de penser à tout ce dont le pouvoir exécutif dans notre environnement est capable. Vous avez vu, je ne voudrais pas peut-être prendre des exemples, mais je vais prendre l'exemple comme ça pour le faire tout là. Vous avez vu, dans un état voisin, il y a un ancien chef de l'État, c'est vrai, qui a été disculpé au niveau international, Oui. mais qui dans son pays est toujours sur le coup d'une condamnation à 20 ans de prison, mais aujourd'hui il est rentré, il est là actuellement, et jusque-là, il est libre de ses mouvements, il n'a pas été inquiété, il a même rencontré le chef de l'État en exercice, et donc, pour moi, je ne veux rien dire, mais ce sont des pistes. Ce sont des pistes, oui, peut-être, Jean-Jean Ngono, c'est vrai que la situation revient chaque année et surtout ces derniers jours. Hein, Vous savez, on ne va pas faire langue de bois. Vous Non. savez pourquoi ces derniers jours, le sujet revient sur toutes les langues. D'accord? Et moi, et puis vous me posez la question, moi qui suis un sociologue. Donc, sociologue, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire le symbolique. Le symbolique est très important. Je disais quelque part que dans Rosine Soglo, elle a attendu la veille des indépendances, de la fête de l'indépendance pour mourir. C'est des symboliques qui parlent. C'est des symboles qui parlent. Et donc, moi, je suis content d'être en face d'un juriste
qui me dit qu'il existe un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de gracier qui il veut et quand il veut. Et ce pouvoir discrétionnaire, c'est le peuple béninois qui le lui a donné. Ce que nous demandons ces temps-ci, c'est que nous lui demandons, le peuple béninois voudrait qu'il exerce ce pouvoir discrétionnaire-là à un moment où nous en avons besoin. Non, il faut pas faire cela. Et donc, comme il a dit aussi, si ça permet de maintenir une certaine quiétude sociale, on n'est pas sans savoir que depuis les élections, même un peu avant les élections, que nous avons traversé une période de crise qui a besoin d'être calmée permanemment. Donc si nous pouvons poser des actes, notre Père à nous tous, le numéro 1 de nous tous, peut poser des actes. Et moi je dis que dans le passé, il en a déjà posé. S'il a été capable de recevoir quelqu'un qui, il y a quelques moments, disait qu'il viendra assister à son enterrement à lui, s'il a été capable de le recevoir, et peut-être, je ne sais pas s'ils ont bu ensemble, mais de toute façon, de le recevoir et de lui pardonner, celui qui a dit, je vais venir à ton enterrement, c'est qu'il est en train de dire, je vais te tuer, en réalité, quelque part. Et il a été capable de pardonner. Hein? Non, je dis, bon, c'est de pardonner, c'est celui-là. C'est celui-là qu'on appelle aujourd'hui avoir quelque part. Mais c'est vrai, c'est difficile, ça crée des précédents, ça l'aide de jurisprudence, mais si nous attendons à ce que M. Taboutier dit pour dire, il existe un pouvoir discrétionnaire, il en existe dans tous les pays, et donc la grâce présidentielle s'accorde aussi dans tous les pays. Lors des grands événements, le chef de l'État est en mesure de le faire. Julio Tometti, vous le conseillez aussi, vous le voulez aussi? Oui, vous avez donné des pistes. Je l'ai déjà dit récemment à quelques-uns de vos confrères, notamment le quotidien Le Matinal, que à l'heure actuelle de ces individus-là qui sont sous le coup de condamnation, ils ne peuvent, d'accord, traverser les frontières béninoises sans risquer de se faire appréhender et se faire jeter en prison. Seulement que du point de vue juridique, c'est ça, mais du point de vue politique, tout demeure possible. Tout demeure possible et jusqu'aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui a la manette et il saura jouer en bon père de famille en considérant les différentes voix qui sont en train de se lever parce qu'il faut le reconnaître. Nous avons parlé aujourd'hui, tout à l'heure de la femme, le chef de l'État même l'a dit. Vous savez, Dame Roselyne Soglo, elle n'est pas n'importe qui. L'histoire, on ne peut pas raconter l'histoire politique du Bénin sans mentionner son nom. Et donc, il est de bon temps que, comment dire, son inhumation ou bien tout ce qui est en son inhumation soit fait de manière que son départ soit le symbole, d'accord, d'une certaine, je ne dis pas que la paix est menacée, d'une certaine paix retrouvée, d'une concorde retrouvée, et ça va beaucoup plus encore s'implémenter dans l'histoire et honorer les différents acteurs qui auront contribué à cette dégel-là. Et d'ailleurs, si vous permettez, j'ai 2 minutes pour dire que ce à quoi, dans le discours du chef de l'État ce soir, il a parlé de l'Institut de femmes, de la femme, et puis nous avons dit quelle est l'importance de ça. Tout ça là rentre dedans que pour encourager les autres femmes à faire comme Dame Roselyne Soglo, moi j'ai dit quelque part, c'est notre Simone Veil nationale. Simone Veil enfant, vous connaissez son histoire. Donc c'est notre Madame Roselyne Soglo, c'est notre Simone Veil nationale, et qui, pourquoi pas, quelque part peut mériter même les hommages nationaux. Et dans ces conditions-là, on peut toujours profiter pour décrypter la situation. C'est tout à fait possible. Alors, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité à partir de cet instant d'intervenir donc sur ce plateau, sur le numéro 98 80 93 71. Peut-être ça va s'afficher sur vos écrans. Vous pouvez nous appeler et nous poser vos préoccupations. Les invités Julio Tometti et Georges Anango, nous sont là pour y répondre. Donc 98 80 93 71. Alors, à l'entame de ce plateau, Georges Anango, nous on se disait, est-ce que finalement le discours du chef de l'État, même s'il est court, à renfermer tout ce qu'on attendait. Et vous avez vu tout le temps que nous avons mis et nous n'avons pas encore tout décrypté. On n'a pas encore fini. Je me rappelle que dans ce discours, il disait réaliser nécessite de la volonté, de l'engagement, de la fermeté et tout ça. Et donc, c'est un discours qui nous appelle, qui nous invite. Il fait tout comme si
Et c'est aujourd'hui qu'il commence avec le peuple béninois. Parce qu'il vient de l'appeler. Il dit, engagez-vous, soyez fiers de vous-même. Et donc, si vous voulez obtenir des trucs, travaillez et travaillez encore. Vous voyez, c'est dans ce discours de 7 minutes que nous retrouvons tout ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi j'ai dit, la manière de faire ces discours, le chef de l'État, c'est une manière qui donne du travail à nos autres chroniqueurs, à nos autres analystes, parce qu'il faut aller chercher dans les recoins de chaque phrase qu'est-ce que ça peut signifier et pouvoir l'exposer. Ce que nous avons fait aujourd'hui, nous n'avons fait que nous sommes en train de faire là, du moins, ne faisons que attaquer certaines parties de son discours. Mais je considère qu'il en reste encore beaucoup à dire là-dessus, et nous allons continuer de décrypter ça pendant de longues heures. Alors, Julio Temeti, on abordait tantôt la préoccupation donc, de la grâce présidentielle quand le chef de l'État a annoncé que certaines personnes donc, allaient bénéficier de cette grâce-là. Il est revenu dire que ces personnes devraient prendre leur part dans le travail à faire pour le développement du pays. Non, d'abord, qu'est-ce qui commande la grâce? C'est ceux qui sont dans les lignes de la détention. C'est des citoyens béninois et donc qu'on estime que, d'accord, ils ont la possibilité de faire amende honorable pour être toujours, comment dire, leurs actions peuvent être toujours profitables Alors, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir, cher ami téléspectateur. Moi, je voudrais poser certaines questions à les deux invités qui sont là. Oui, vous voudriez bien vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Ah, il est parti, il peut nous rappeler et nous dire son nom et sa préoccupation. Donc oui, Julio Temeti. Donc, j'ai perdu le fil. Il faut dire que a priori, on ne souhaite voir aucun patriote en prison dans l'aide de la détention. Maintenant, lorsque ça arrive comme ça, ce n'est pas, comme on peut le dire, des enfants bannis de la République. C'est des gens qu'on peut toujours occuper, qui peuvent être toujours bénéfiques pour la nation. C'est pourquoi même les mesures dans les pays qui ont déjà réglé un certain nombre de problèmes, les mesures de réinsertion et autres existent, d'accord, au bénéfice de ces personnes-là. Donc, le chef de l'État en accordant la grâce aux personnes qu'il juge et qui en bénéficient, c'est que ces personnes-là viennent fondamentalement travailler parce que vous savez, l'action de chacun, quel que soit ce que nous faisons, du paysan au président de la République, l'action que chacun pose contribue d'une manière ou d'une autre au bien-être individuel et collectif. Donc, l'action de ces personnes-là est nécessaire, d'accord, dans l'ensemble pour que nous puissions atteindre les objectifs. Donc, ce n'est pas des enfants bannis de la République, ils peuvent être toujours utiles et donc c'est ce que recommande le chef de l'État. Si vous sortez, travaillez, d'accord, à être désormais des citoyens modèles. Oui, mais c'est quand même assez difficile pour ces personnes de se réinsérer facilement dans la vie professionnelle, surtout quand disons, l'entourage connaît le parcours et autres. Vous savez, dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle la liberté conditionnelle. La liberté conditionnelle, c'est quand vous donnez un certain nombre de garanties. Le juge des libertés regarde, il étudie et il se dit oui, bon, vous donnez suffisamment de garanties et par rapport à ça, je peux vous libérer. Et l'une de ces garanties-là, c'est le travail. Ceux qui, par exemple, ont réussi depuis la prison à se trouver un travail au dehors, eh bien, le juge peut, en se basant sur ça et en voyant le... Oui, on va y revenir tout à l'heure, Jajana Ngono. Bonsoir, cher ami. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Je peux intervenir? Oui, bien entendu, vous êtes en direct. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Waouh! Notre intervenant aussi est parti. On espère qu'ils pourront nous rappeler avant la fin de ce plateau. Oui, Jajana Ngono. Oui, donc je disais que ça nécessite des garanties. Par exemple, il est juriste, il sait de quoi je parle. Lorsque ne sont pas encore condamnés, c'est-à-dire quoi, qui ne passent pas le... Oui, bonsoir, monsieur auditeur. Bonsoir, votre nom, s'il vous plaît? Oui. Je me nomme Maman Pascal depuis Quémon. Très bien. Pascal, votre préoccupation? Ma préoccupation est celle-ci.
Nous Oui. demandons humblement au chef de l'État, chef suprême, de nous libérer tous les prisonniers pendant les élections. Parce qu'il y a d'autres personnes, des milliers de personnes qui se sont déplacées. Ça fait beaucoup de problèmes dans nos villages. Oui. Le marché Bien, ne s'anime pas. Très bien. On a Nous compris le votre demandons préoccupation. humblement de les libérer pour nous. Très bien. Merci beaucoup, Pascal, Merci. donc notre téléspectateur. Oui, on va continuer d'abord sur votre intervention d'abord. Donc, je disais que il y a que lorsqu'on vous a De garantie. condamné, Oui. votre comportement en prison, le temps que vous avez fait et les garanties que vous donnez à la sortie font partie des éléments que le juge des libertés. Déjà, c'est pas au niveau de la grâce présidentielle, mais je parle au niveau de l'exécution de la peine. Et jusqu'à quel niveau vous avez fait. Et Je suis... Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes en direct. Votre nom, Je s'il suis vous en plaît. direct. Oui. Oui, allô? Vous vous appelez comment, cher monsieur? Allô? Oui, bonsoir. Vous vous Allô? appelez comment? Oui, allô? Est-ce que vous pouvez Oui, vous avez éteindre monsieur- vous votre avez poste monsieur Toké récepteur? Vincent. Vous avez Était- monsieur Vincent Toké. Monsieur Vincent, oui, votre préoccupation? Allô? Bonsoir. Oui, vous avez monsieur Soké Vincent? Oui, Oui. Oui, je voudrais poser une question. oui. Est-ce que celui qui n'est pas encore condamné, oui, allô, celui Oui. qui n'est pas encore condamné, est-ce qu'il peut avoir, Bon, peut-être qu'il voulait savoir si celui qui n'est pas encore c'est la condamné question qui peut, revient, c'est peut aussi. avoir la grâce présidentielle. Une question à laquelle on va répondre tout à l'heure. On va donc permettre à monsieur Alain Bon, non, de donc, finir je la disais réflexion. que qu'est-ce que vous allez faire, c'est aussi une garantie que j'ai vu des juges de liberté accorder une liberté provisoire ou conditionnelle aux gens. Le juge des libertés, c'est lorsque la personne N'est pas encore condamné. n'est pas encore condamnée. Donc, il peut... Celui qui étudie la possibilité de vous libérer sur ces conditions-là, c'est... Oui, c'est le juge des libertés de la détention. Donc, c'est lui qui peut vous accorder Ok. de rester chez vous et de venir au tribunal ou à Faire la les cour contrôles. le jour Ok. de votre jugement et non de faire la détention préventive. La détention préventive, c'est le temps que vous passez en détention Avant le vo- jugement, avant oui. votre jugement. Mais ce que je dis, Maintenant, si celui vous qui est êtes déjà en con- prison. Si vous êtes déjà condamné, Oui. vous pouvez bénéficier des mesures de remise de peine ou de réhabilitation. Voilà. Donc, c'était qu'est-ce que je disais, je voulais dire en ce moment-là. Aller en prison, comme certains le disent, c'est payer sa dette à la société. C'est payer sa dette. Nous avons des règles sociales qui régissent la société. Et à partir du moment où vous avez enfreint ces règles-là, eh bien, vous devez à la société et aller rester en prison, c'est parfois. Mais il y a dans la situation internationale qu'on parle de remise de dette aussi. Donc, remise de dette. Et donc, la société peut être prête à faire cette remise de dette dans certaines conditions données. Et le premier d'entre nous, celui à qui nous avons confié ce pouvoir-là, eh bien, c'est le chef de l'État. Donc, à partir de ce moment-là, il peut le faire. Alors, Julio Tometi, la préoccupation donc, à laquelle on va répondre, est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore jugé peut bénéficier de la grâce présidentielle? Je Non, pense que- celui qui n'est pas encore sous le coup d'une condamnation n'est pas éligible, d'accord, à bénéficier de cette mesure de grâce présidentielle. Donc, il faut fondamentalement avoir été condamné à une peine avant d'en Et le bénéficier. pouvoir discrétionnaire du chef dont vous parlez. Non, ça n'agit pas. Vous savez, le pouvoir discrétionnaire est encadré par la loi. Donc, Donc, non, il faudrait donc déjà qu'il soit jugé. oui, parce que qu'il le soit- problème s'était posé même dernièrement, avant que le compatriote Sébastien Germain Javon, la question s'était posée, il n'était pas condamné, la question était posée, est-ce qu'on pouvait
lui accorder la grâce ou pas, n'étant pas encore condamné, il ne peut bénéficier d'aucune mesure de cette nature. Ce n'est pas encore possible. Donc, alors, c'est ça. Mais celui dont nous parlons aujourd'hui, lui, il est déjà sur le coup. Celui pour lequel nous plaidons, d'accord. non, cette plateau, ce n'est pas pour plaider. À travers notre icône, Dame Rosine Soglo, il faut le dire, il est déjà sur le coup d'une condamnation. Et donc, la chose n'est pas impossible. Merci donc Julio Tometi. Alors oui, je voudrais quand même avant de continuer demander aux amis téléspectateurs d'éteindre leur écran, leur poste récepteur avant de nous appeler. Sinon vous avez des difficultés, des interférences à nous recevoir et vous perdez beaucoup de temps donc alors qu'on vous reçoit parfaitement ici. Donc éloignez-vous de votre poste téléviseur ou éteignez-le tout simplement avant de nous joindre sur le numéro qui s'affiche sur vos écrans, le 98 le 80 93 111. Et donc on parlait de la grâce présidentielle Josiane Ngonou. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose rapidement pour faire référence à une de ces rares sorties du chef de l'État. Puisque un téléspectateur a évoqué la question de ceux qui sont dans la détention pour des faits de violence électorale et autres. Vous avez dit, l'un n'est pas plus béninois qu'un autre, et donc tout le monde, dans ces circonstances-là, pouvait bénéficier de cette grâce-là. Seulement, il y a un discours de chef de l'État qui ne prédispose pas trop à ce que ces gens-là bénéficient de cette mesure, parce qu'il a estimé, pour l'interview qu'il a accordée aux chaînes internationales, qu'il y a des gens, d'accord, qui ont été pris une première fois, ils ont bénéficié de ces mesures-là, c'est-à-dire après les élections législatives de 2019, et que ces mêmes personnes se retrouvent maintenant encore dans les mêmes travers, et que donc de ne pas espérer, je le paraphrase comme ça, de ne pas espérer pouvoir bénéficier d'aucune autre mesure de cette nature. Et donc, bon, c'était une parole forte, mais on peut le considérer, c'est le chef de l'État, c'est le père de famille. Le père de famille, quand il est fâché, il peut dire des choses et peut-être après faire des concessions, si tant est que ça ça ramène quelque peu, ou bien ça, nous le concédons, ou l'ensemble des Béninois acceptent que nous pouvons faire ces concessions-là. Mais de toute façon, avec le chef de l'État, chacun doit avoir appris depuis plusieurs années déjà le sens de la responsabilité. Et quelqu'un disait sur l'un de nos plateaux, c'est que ces mandatures ou bien ces mandats qui viennent de passer, premier et le second qui a démarré, nous apprennent réellement la responsabilité devant chaque acte que nous commettons. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que nous avons pendant longtemps végété dans l'impunité. Vous savez, lorsque vous posez des actes, c'est que vous devez en être responsable. Et après, subir les conséquences de ces actes-là, c'est aussi de la responsabilité. Donc, l'impunité, lorsque ça s'installe dans une famille, c'est du désordre total. Un papa qui n'est pas là, qui ne contrôle pas ses enfants, ou bien lorsqu'un enfant commet une faute, ne le sanctionne pas, vous allez voir après que cette famille-là devient ingérable. Et c'est là la difficulté du chef de l'État. Il s'est engagé, et cet engagement-là a fait que beaucoup de choses ont changé dans notre pays. Il faut le dire, il faut le reconnaître, que aujourd'hui, avec le chef de l'État, ce n'est pas que je suis proche de lui ou je suis loin de lui. Et avec le président Talon, si vous posez les actes, eh bien, vous allez en être responsable. Et beaucoup en font déjà les frais. Des gens qui sont proches de lui ou des gens qui sont à l'opposition, il ne fait de distinction nulle part. Il sanctionne tout le monde. Ce que ça permet de faire. Et encore, dans son discours de ce soir, il a encore rappelé cette histoire de discipline. Il dit discipline et discipline. Il dit on ne peut rien faire dans l'indiscipline. Donc nous devons être responsables. Nous devons pouvoir assumer nos responsabilités. Vous savez, l'homme est cet animal-là que lorsque on ne le sanctionne pas,
pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, lorsque vous voulez éduquer, vous voulez dresser votre chien, c'est quand vous commencez par lui refuser les choses, c'est quand vous commencez par lui taper un peu sur la tête, vous dites non, ne passe pas par là, passe pas ici. C'est en ce moment que, à la fin du processus, vous auriez fini de le dresser et il fait automatiquement ce que vous demandez de lui faire. Et donc, l'être humain aussi est comme ça, nul ne peut ignorer aujourd'hui que le comportement du Béninois vis-à-vis de la chose publique a quand même changé un peu, a quand même évolué un peu. Le peu là, c'est beaucoup. Et l'histoire retiendra ça. Parce qu'il y avait un moment, moi j'ai dit quelque chose. Vous savez, nous avons vécu 17 ans de dictature. 17 ans de dictature. Et est arrivée la conférence nationale. Et avec la conférence nationale, nous sommes lancés dans le libéralisme. Nous nous sommes lancés dans la démocratie, avec la liberté et tout ce qui l'accompagne. Ça a fait que on ne s'est rien interdit en fait. Or, pour une bonne démocratie, c'est que la liberté en elle-même est encadrée. C'est comme on le dit, votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Les juristes, je ne sais pas. Donc, il était nécessaire effectivement que nous puissions endosser les responsabilités. Il n'est pas aujourd'hui... Personne ne se dit dans l'administration publique, si vous voulez, même dans la vie de tous les jours, je peux faire ceci et personne ne me dira rien. Il n'y en a plus. D'autres peut-être se trouveraient dans l'illusion de dire ils pourront le faire, mais ça va les rattraper. C'est ça le système dans lequel nous sommes. Et un système comme ça n'est que promoteur prometteur par rapport à un avenir meilleur, un avenir rassurant, parce que nous sommes dans un pays où nous nous respectons les uns les autres. C'est pour ça que le chef de l'État se trouve dans une situation difficile aujourd'hui. Il faut le dire, dans une situation difficile où, avec la mort de Dame Rosine Soglo, on est en train de l'appeler à affreindre la règle qui s'est fixée lui-même, qu'il a fixé lui-même. On est en train de l'appeler mais on dit chez nous à un bofin, c'est-à-dire que tu retiens vraiment ton souffle, lorsque tu veux poser ces actes-là. Parce que tu te dis, mais je me suis refusé. J'ai dit, on ne peut pas le faire. Mais en réalité, tu fais violence sur toi-même. Et comme il donnait l'exemple tout à l'heure d'un pays à côté, c'est pas parce qu'un président, après 10 ans, et ayant encore des condamnations, au dos est revenu aujourd'hui qu'un autre président dira, je ferai la même chose que lui pour avoir, non, la vie sociale n'est pas ainsi faite. Elle est faite de sorte qu'on puisse comprendre que parfois, de manière exceptionnelle, et que tout le monde s'accorde là-dessus, on peut poser un certain nombre d'actes. Ça, c'est peut-être ce qu'on peut dire au chef de l'État aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous sommes en train de lui demander d'enfreindre aux règles qu'il s'est fixées lui-même. Oui. C'est vrai que le chef de l'État a parlé d'une nation, le Bénin, donc, qui s'impose de la discipline et qui progresse. Donc, maintenant, il faut également que toutes les populations, en tout cas toutes les composantes, puissent s'assurer donc de cette discipline ou bien être engagées aussi dans cette discipline-là pour que ça aille. Non, je pense que le Béninois, le commun des Béninois est déjà, c'est presque déjà un acquis, hein, qu'aujourd'hui, comme le chef de l'État me le dit, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est-à-dire, vous avez la liberté de ce que les lois vous confèrent. Très bien. Un instant, Julie Otometti. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Oui, bonsoir, madame. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Oui, moi, je m'appelle Sourou Nawa. Oui, Sourou Nawa, oui. Votre préoccupation? C'est une question de compréhension. Le juriste a dit que le pouvoir discrétionnaire du président de la République ne lui permet pas ne s'applique pas du moins à des personnes non condamnées. Et le sociologue, dans son illustration, a fait cas de quelqu'un qui aurait tenu des propos à l'encontre du président de la République, mais qui serait revenu, il l'a bien reçu. Et cette dernière personne, me semble-t-il, était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Mais depuis qu'il est revenu, bon, il n'a plus été poursuivi. Alors, comment on peut qualifier ça? Ça rentre dans quel cadre? Voilà, c'est la question de compréhension que j'avais. Très bien. Merci beaucoup, Merci. M. Sourou Nawa. Restez donc avec nous. Oui, Julien Tobetti.
Oui, il faut dire celui dont il faut d'abord reconnaître que c'est assez délicat, délicate la préoccupation du téléspectateur, parce que ça appelle à un certain nombre de considérations. Il faut remarquer que celui dont il parle, c'est vrai, il n'est pas encore sous le coup d'une condamnation, il était poursuivi pour un chef d'accusation, un mandat d'arrêt a été lancé, mais nous avons tous observé que celui-là était revenu et a même été reçu par le chef de l'État sans qu'il ne soit inquiété. C'est pourquoi j'avais commencé par dire le droit à ses règles, d'accord, mais c'est la politique, d'accord, qui lui donne à certains moments une orientation. Puisque l'action publique, celui qui commande l'action publique, celui qui a le pouvoir répressif, c'est après tout l'exécutif à travers le chef de l'État. Comment ça a pu se passer? Le droit ne peut pas donner une réponse à ça. La réponse ne peut être que politique. Très bien. Donc, on espère que le téléspectateur a compris. De toute façon, oui, notre téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Oui. Votre nom et votre préoccupation. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Et vous, j'espère bien également. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis venu à Congo. Alors, je n'ai pas du tout entendu ce... Il est encore en ligne, cher ami? Allô? Eh bien, bon, il ne nous entend peut-être plus. Donc, nous allons donc vers la fin de ce plateau. Encore juste quelques minutes pour clôturer. Alors, Georges Anangonou, est-ce que finalement, dans ce discours du chef de l'État, quelque chose vous manque? Non, en fait, j'avais dit que, vous avez vu jusqu'où on est parti dans notre analyse de ce soir. Cela veut dire que c'est sûr que le discours contient encore des choses que nous n'avons pas pu décortiquer ce soir et que peut-être dans les jours à venir, nous pourrions le faire. C'est que, et nous avons compris, le chef de l'État nous a appelés à travailler à la discipline, travail et encore du travail. Mais ce que nous voulons, c'est que les mesures sociales qui sont prises pour nous accompagner dans le travail, c'est qu'on puisse nous les exposer correctement. C'est-à-dire, si le chef de l'État faisait à cause de ça, il a fait un discours de 7 minutes peut-être ce soir, si rien que pour nous parler de ça, il faisait même un discours de 14 minutes, nous serons tous restés collés à la télévision pour l'écouter. Parce que nous attendons cela. Nous attendons qu'on puisse nous annoncer les mesures sociales. Parce que la ceinture, il faut la desserrer. Mais lorsque vous prenez le discours de travailler et encore travailler, c'est que vous vous dites qu'il faut encore resserrer la ceinture. Monsieur le Président de la République, nous avons besoin que peut-être que c'est les ministres sectoriels qui auront à mettre en pratique ce discours-là et que c'est eux qui vont nous annoncer dans les jours à venir quels sont. Parce que j'ai entendu certains dire c'est la première année, mais c'est le moment de nous donner les vraies orientations. Les vraies orientations qu'il a appelées ce soir, c'est et la discipline, le travail, la fierté d'être soi-même et le travail à continuer parce qu'il dit le chemin est long pour en arriver là. Nous sommes d'accord, nous voudrons faire ce chemin avec lui, mais de temps en temps, il faut qu'il pense à nous parce que vous savez le chef de l'État pense toujours à nous. À force de presser l'orange, on finit par éclater les pépins. Je suis sûr qu'il tiendra à ses promesses, Julio Tometi. Sur la question, il faut dire... Le chef de l'État n'a pas l'art de faire la propagande, je peux dire, de parler beaucoup de tout ce qu'il fait. Oui. Et donc, nous espérons voir dans les prochains jours, comme il a été annoncé, mandat hautement social, de le voir dans les faits. Et donc, comme M. Anangonou l'a dit, c'est peut-être au niveau des ministères sectoriels que nous allons commencer par sentir les fruits de cette promesse. Nous l'espérons bien. C'est pourquoi je disais, le manque que l'on pouvait avoir, c'est au regard de ce que nous attendions du discours du chef de l'État et ce qui nous a été servi. Donc, ça revient donc à l'appréciation subjective. Je l'ai déjà dit au départ, ce que le Béninois de communiquer est unanime aujourd'hui comme attendre, c'est ce que nous venons de dire. Quelle est la déclinaison d'accord du hautement social. Les Béninois ont envie de comprendre parce qu'on a l'impression que on fait à l'opposé du hautement social parce que plus de liberté, parce que depuis
depuis la prestation de serment, beaucoup de choses se sont passées et qui ont été résolument presque à l'opposé, d'accord? Ou bien c'est peut-être dans nos circonstances, c'est nous qui comprenons mal, d'accord? C'est nous qui comprenons mal. Et donc, nous aurions souhaité que le chef de l'État nous explique mieux pour que si on doit s'attendre à quelque chose, on puisse véritablement savoir à quoi nous attendre fondamentalement. Parce que ça nous a donné une certaine euphorie, cette annonce. Et là, maintenant, nous sommes dubitatifs. Nous avons besoin encore des éléments pour mieux espérer pour demain. Non, justement, qu'un discours comme ça, comme je vous l'ai dit, ça nous donne du travail, nous autres, oui, c'est vrai, mais ça donne du travail aux communicants du gouvernement, aux communicants du régime, de prendre le discours, de dire qu'à partir de demain, qu'on puisse encore mieux nous l'expliquer. Les voix autorisées, ils sont les voix autorisées, nous, on n'est pas. Je suis sûr que vous allez l'écouter, le réécouter encore pour pouvoir mieux comprendre ce discours donc d'environ 7 minutes prononcé par le chef de l'État ce soir à la nation. On retient tout simplement que ce 1er août est un moment de célébrer ce que nous sommes, un État souverain et fier. Donc l'Institut national de la femme également pour lutter contre toute forme de discrimination et de violence faites aux filles et aux femmes. Des réformes dans le secteur de l'éducation pour garantir une formation adaptée à nos besoins, à la jeune génération, et des réformes au niveau de la gouvernance locale pour mieux appréhender donc la décentralisation. Ce sont en quelque sorte les points clés, en passant par le terrorisme et les personnes graciées. Ce sont les points clés que nous avons abordés donc et qu'il faut retenir du discours du chef de l'État. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous ai... Oui? Il n'y a pas de mot de fin? Oui. je prenais votre dernière phrase pour votre mot de fin. Non, oui. Vous nous permettez? Allez-y, très rapidement. Je suis de ceux qui pensent que nous avons toujours cette possibilité de nous plaindre par rapport à nos manquements, d'accord, nos citoyens envers le chef de l'État. Je dis les préoccupations, mais les manquements, les manques ou bien les insatisfactions du chef de l'État, à qui pouvait-il se plaindre? Donc j'ai une pensée pour le premier d'entre nous, le président de la République. Il nous a souhaité bonne fête nationale. Je voudrais aussi lui souhaiter bonne fête nationale, Monsieur le Président. Oui, Jean-Jean Ngono, je pense que je peux prendre votre dernière phrase pour votre mot de fin. Non, c'est aussi que moi aussi je souhaite bonne fête à tous les Béninois, mais j'ai dit que le gouvernement est en vacances, mais le discours de ce soir donne du travail aux communicants du gouvernement, et donc je les invite à commencer par travailler. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci à vous, Julio Dometi et Jean-Jean Ngono, d'avoir passé donc ces 90 minutes avec nous sur le plateau. Et merci à tous ceux qui ont pu intervenir donc sur le plateau. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé donc depuis quelques heures pour que vous puissiez nous recevoir. Bonne fête nationale à tous.